J'avais fait une vidéo il y a quelques jours, il y a 2 jours précisément je pense, sur des policiers qui avaient agi de manière étrange lors d'une intervention. Et comme à chaque fois que je fais une vidéo sur la police, j'ai eu droit à son lot, je vais dire, de personnes qui, je pense, tombent un peu par hasard sur ces vidéos et qui, du coup, considèrent forcément que comme je critique la police, je suis anti-flic. Et que du coup, forcément, je veux du mal, que forcément, je suis un grand méchant pas beau. Et bon, j'ai décidé en fait, du coup, ce sujet, je voulais pas forcément en parler, mais je trouve qu'il est quand même intéressant, donc on va lire l'article. Mais il va aussi me servir un petit peu de réponse, et aussi peut-être de remettre un peu de contexte autour de mes propos sur la police. Parce qu'au final, je pense l'avoir jamais vraiment fait. Et il y a peut-être que ceux qui me suivent depuis longtemps qui maintenant savent un petit peu mon opinion par rapport à la police, et que même si parfois peut-être que je suis un peu trop virulent, parfois je suis peut-être un petit peu trop, évidemment j'ai une opinion, je suis peut-être un peu trop dirigiste dans ma façon de parler, eh bien, ils savent malgré tout que j'essaie, je pense, d'être le plus honnête possible vis-à-vis de l'information et de pas juste taper sur la police parce que, yes, c'est cool de taper sur la police. Bref, je vais donc essayer de répondre à tout ça avec cette petite vidéo, d'essayer d'un peu éclaircir ma position vis-à-vis de la police. Et puis on va parler de cet article parce que je crois qu'il représente bien justement, parce que je pense qu'ici, comme en plus c'est un jugement qui a eu lieu, etc., c'est assez intéressant justement de voir comment est traitée la police et pourquoi en fait je me permets aussi de critiquer la police. Alors justement donc, d'abord petite introduction par rapport à mon opinion vis-à-vis de la police. Je ne suis pas anti-flic, je ne déteste pas la police, contrairement à certains de mes, je vais dire, voilà, moi j'ai vu des gens, que ce soit de droite ou de gauche, hein, d'ailleurs, qui détestent les policiers. Moi, c'est pas du tout mon cas. Personnellement, je pense qu'on peut penser que la police, c'est triste que ça existe, mais je pense que la police est un, je vais mettre des gros guillemets, un mal nécessaire. Pas dans le sens où, voilà, justement, pas dans le sens tous les flics sont des connards, mais plutôt dans le sens en fait où effectivement, ce serait beau qu'on vive dans un monde où on n'a pas besoin de la police. Mais il faut pas rêver, à partir du moment où on est dans un monde où il y a des faibles et des forts, des gens un peu plus faibles et des gens un peu plus forts, en fonction de la situation, forcément la police me semble nécessaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que la police est un métier extrêmement exigeant et difficile. C'est parce que la police est nécessaire à différents niveaux en fait. La police, elle n'est pas juste au contact, c'est pas des gens juste avec des muscles comme certains ont pu donner comme image dans les commentaires. Eh bien, pour moi, en fait, la police, ça va plus loin que ça. C'est que la police, elle fait aussi face à des situations psychologiquement difficiles. Quand il y a des familles de gens, je veux dire, par exemple, j'invente, hein, mais voilà, des personnes qui sont handicapées, qui deviennent violentes et que ces familles n'arrivent pas à les maîtriser, par exemple. Ça arrive qu'ils puissent appeler la police, ou que, alors j'en sais rien, hein, mais j'invente totalement des situations. Mais je veux dire, la police doit être apte en fait à faire face à des situations inhabituelles, des situations qui sont aussi, du coup, par leur. Aussi, qui sont des situations de détresse, souvent, des gens. Et donc, c'est vrai qu'il faut être prêt à ça. Alors maintenant, il y a aussi des beaux côtés, heureusement, au métier de policier. Pour moi aussi, un policier, c'est quelqu'un qui, quand il voit, j'invente, hein, mais que tu veux traverser dans la rue et que jamais aucune voiture ne s'arrête, va faire s'arrêter des voitures, par exemple. Il va t'aider, je sais pas, s'il voit que tu as 10 000 affaires dans les mains et que tu n'arrives pas à te débrouiller, il va t'aider. Enfin, voilà. Pour moi, un policier, c'est pas juste des gros bras, en fait. C'est vraiment un service. Donc, pour moi, la police est évidemment nécessaire, mais la police doit être encadrée parce que qui dit pouvoir, qui dit responsabilité, dit forcément qu'il faut quelqu'un qui surveille. Et je pense, et ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous faisons face à un problème qui est que la police ne fait pas assez face à ses responsabilités. Quand je dis la police, je parle de manière générale. C'est pas parce que je parle de manière générale que je pense à tous les policiers, hein, d'accord. Voilà. Je trouve que dans l'armée aussi, par exemple, il y a un problème avec l'extrême droite. J'ai rencontré un militaire le week-end passé. J'ai pas commencé à l'insulter et à dire que vraiment, voilà. Non.
Ok, j'ai parlé avec lui, c'était hyper intéressant, c'était un échange super cool, je trouve d'ailleurs. J'ai pu lui poser plein de questions sur l'armée parce que moi, j'avais pas été beaucoup en contact avec des militaires, donc c'était intéressant. Et voilà, et c'est cool en fait, et il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, justement, c'est le débat. On a pu parler par exemple de Jürgen Konings, etc. Des trucs. Jürgen Konings, c'était le militaire qui a pété un câble et qui a commencé à tirer sur tout le monde. Et on a pu parler de l'organisation justement dans les. Justement, dans les armées, comment est-ce qu'on faisait pour séparer les armes des gens et des gens éventuellement dangereux, etc. Et justement, on a pu, enfin, il a un peu nuancé, il a donné sa vision et sa perspective de l'armée, et c'était hyper intéressant. Bref, tout ça pour dire quoi? Que la police, effectivement, pour moi, il y a des soucis dedans, pas de tous les policiers, mais justement, je pense aussi que c'est quand même une minorité, mais je crois que cette minorité a une influence sur toute la police, parce que malheureusement, quand tu as, c'est un peu, voilà, comme dans le cinéma, comme moi je travaille dans le cinéma, c'est un peu ceux qui sont, voilà, des gros porcs hein, dans le cinéma. Pourquoi est-ce qu'on veut les virer du cinéma? Ben parce qu'en fait, ils ternissent toute la réputation des cinéastes. Et c'est chiant de savoir que tout à coup, il va falloir maintenant faire super gaffe à cause de quelques gros porcs qui ont agi comme des gros cons. Et en fait, enfin voilà, c'est un peu comme à Cannes quand on s'est scandalisé pour le prix qu'on a donné à Polanski, on en a déjà parlé. Je pense que oui, c'est scandaleux. Enfin voilà, c'est scandaleux alors qu'il avait déjà reçu X fois le prix, machin, machin. On avait déjà parlé, je vous renvoie à la vidéo. Mais du coup, oui, effectivement, je pense que les personnes problématiques, il ne faut en tout cas pas les mettre en avant. Et on va, je trouve, en parler par cet article. J'ai pris un article de Mediapart et pas par hasard, parce qu'on va aussi parler du coup vite fait de Mediapart. Parce qu'on m'a souligné qu'effectivement, Mediapart parfois, ils étaient un peu extrêmes. Et je suis assez d'accord qu'il y a des articles où je sais pas pourquoi, effectivement, ils pètent des câbles. J'ai vu l'article sur le stream où j'étais pas totalement d'accord. Je trouvais que Mediapart allait quand même vachement loin dans leur analyse et qui cherchaient un petit peu les petites bêtes là où il n'y en avait pas. Et donc du coup, je suis d'accord, mais pour moi, ça n'enlève pas le fait que ça reste un journal, que justement, il y en a qui m'ont dit oui, mais comment veux-tu qu'ils aient envie de répondre à des gens qui n'arrêtent pas de les critiquer? Mais justement, après, ça reste un journal, quoi. Moi, par exemple, je suis pas d'accord avec le Figaro, mais si le Figaro dit un truc sur moi, je veux mon droit de réponse. Alors que justement, je suis pas du même parti politique, etc. Mais je veux mon droit de réponse. Je veux pouvoir mettre en perspective ce qu'ils disent sur moi. Et en fait, pourquoi en plus je veux mon droit de réponse dans un journal qui est comme Le Figaro, par exemple? C'est parce que Le Figaro étant quand même un journal, ils vont me laisser le droit de réponse. Parce que j'y ai droit et qu'ils respectent ce droit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même si c'est je vais dire un journal qui n'est pas forcément dans mon idéologie politique ou dans mes valeurs, eh ben ça change rien que ils vont quand même respecter les règles, on va dire, démocratiques, hein, les règles qui sont un peu partout les mêmes. Hein, et ils vont quand même, voilà, s'ils font un article sur moi, ils vont me poser des questions, ils vont venir m'envoyer probablement un journaliste qui va me dire, voilà, on a fait un article sur vous pour tel point, est-ce que vous avez envie de rajouter ou répondre à nos questions? Et ça, ils vont le faire. Et je trouve que justement, c'est dans ces cas-là, c'est quand justement t'as un article ou un journal d'opposition qui vient te parler et qu'il faut répondre. Pour moi, c'est vraiment, c'est primordial et c'est hyper important en fait. Même si après, ils déforment tes paroles ou que sais-je. Non, justement, parce que s'ils déforment tes paroles, t'as un droit de réponse. Et tu peux dire que tu trouves que l'article a été mal écrit, tu peux, voilà. Et donc, je trouve que quand même, c'est vraiment une grosse erreur, je pense, de manière générale, de la part que ce soit des politiques ou des institutions publiques, de ne pas répondre aux journalistes. Bref, condamné par la justice pour violence conjugale, un colonel de gendarmerie est promu. Le colonel Eric Steiger a été condamné le 28 mai pour violence physique et psychologique commise sur son épouse. Le 8 juillet, il a été promu numéro 1 de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Alors vous allez voir que ici, par rapport à l'article précédent, où justement, je comprends pas, j'ai pas bien compris, parce que j'ai l'impression, j'ai du mal à m'exprimer, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens voyaient dans justement l'article précédent que j'avais lu de Mediapart, que je pointais forcément la police et que je disais que forcément ils étaient méchants et pas beaux. Ça m'a fait un peu rire, parce qu'on m'a dit que voilà, j'avais un peu une vision bisounours, et je pense que c'est parce que j'ai justement commencé la vidéo en disant que j'étais... que j'étais de gauche, mais au contraire, pour moi, penser que tous les policiers ils sont gentils,
ça me semble vraiment, justement, ça me semble aussi une vision de bisounours, si on veut. Autant ceux qui disent on fuck la police, je trouve que c'est une vision de bisounours, autant ceux qui disent ouais, vive la police, me semble autant bisounours que ceux qui le combattent, quoi. Bref. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré le 1er août aux Parisiens que tout policier ou gendarme condamné pour violence conjugale ne devait plus être en contact avec le public, dans l'attente d'une décision du conseil de discipline dont les membres doivent être réunis sous 3 mois maximum. On est pour l'instant loin du compte. Le colonel Eric Steiger, 48 ans, condamné en mai pour violence conjugale, a été promu le 8 juillet à la tête du commandement de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, poste le prédisposant à être inscrit sur une liste d'aptitudes pour devenir général. Donc ce n'est pas rien, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais ça veut dire qu'il a la possibilité. Condamné en première instance en février 2020 à 6 mois de prison avec sursis pour avoir à l'égard de son épouse commis de novembre 2017 à juin 2018 des violences physiques et psychologiques ayant entraîné 5 jours d'incapacité totale de travail, ITT, ce haut gradé de la gendarmerie a vu le 28 mai sa peine réduite à 6 000 € d'amende par la Cour d'appel de Paris. Dans leur jugement, les magistrats confirment sa culpabilité pour violence volontaire sur conjoint tout en tenant compte de sa reconnaissance des faits, et c'est ça qui est important. Revenant sur sa position de dénégation antérieure, Eric Steiger a déclaré avoir pris conscience que son comportement envers sa femme avait été violent et il tenait à reconnaître sa responsabilité. Il pouvait dire aujourd'hui que c'était son incapacité à parler avec son épouse qui avait conduit à ses réactions violentes. Et ça, pour moi, par exemple, y en a peut-être qui vont se scandaliser sur le fait qu'en appel, du coup, on baisse la peine. Mais pour moi, en fait, les peines de prison, et je vais dire, que ce soit les peines de prison, les amendes, etc., on va dire les punitions servent justement aux personnes à se rendre compte et à potentiellement changer. Et en l'occurrence ici, le fait qu'ils reconnaissent sa culpabilité, mine de rien, et surtout parce que vous allez le voir après, qu'il prend des dispositions pour essayer de combattre ça, ça justifie effectivement qu'on puisse baisser la peine en fait. Parce que la prison, on va pas se mentir, même si c'est du sursis, enfin c'est pas... on le sait très bien que malheureusement ça ne guérit pas les gens de leurs problèmes psychologiques ou autres, hein, ou sociaux. Donc voilà. Les réactions violentes en question ont conduit son épouse le 2 juin 2018 à déposer une main courante et 3 jours plus tard, une plainte, après plusieurs jours d'horreur au cours desquels Eric Steiger l'a notamment bloqué contre une armoire, lui tordant violemment la tête. Leur fille aînée, alors âgée de 16 ans, avait dû s'interposer pour mettre fin à ce déchaînement de violence. Malgré sa condamnation, qui, à la suite de sa demande et sur décision du tribunal, ne figura pas sur son casier judiciaire, le colonel Eric Steiger n'a fait l'objet d'aucune enquête disciplinaire. Eric Steiger traite son épouse d'illettrée, de saleté, et la surnomme la grosse conne lorsqu'il parle d'elle à ses enfants. À ces insultes s'ajoutent les coups. Donc voilà, on n'est pas face à un mec, vous allez le voir, hein, qui juste, je sais pas moi, s'est énervé un jour, est rentré chez lui et a dit à sa femme, putain, tu me saoules, je me casse, connasse, quoi. Non, on n'est pas à ça, ok. C'est pas ponctuel, un truc, non, s'il a été, voilà, il a été quand même reconnu coupable pour les faits, même si ça s'inscrit pas dans son casier judiciaire, il a été reconnu coupable. Et même si sa peine a été baissée. Je vous rappelle que, encore une fois, on n'a pas baissé sa peine parce qu'on n'a pas parce qu'il n'est pas coupable, mais parce qu'il fait des efforts. C'est très différent. Mariée depuis 20 ans, Sophie, 49 ans, son épouse, en instance de divorce depuis les faits, n'avait jamais imaginé en arriver là. Elle n'était néanmoins pas heureuse, ainsi qu'elle a accepté de le confier à Mediapart. Ingénieure, elle avait décidé d'abandonner sa carrière pour suivre son mari, régulièrement muté et afin d'assurer l'éducation de leurs 3 enfants. Au quotidien, j'étais la femme de l'ombre chargée de tout faire pour notre foyer et pour lui. Il me dénigrait devant les enfants lorsqu'ils avaient des questions de culture en général. Ne demandez pas à votre mère, elle ne sait rien. Il me reprochait souvent d'être un boulet à ses crochets, déplore-t-elle. Mais lorsque j'ai tenté de retravailler ou par exemple de me reconvertir en passant le concours de professeur des écoles, il m'a découragé et cassé tout espoir d'y arriver, se souvient-elle. La meuf, elle est ingénieure, quoi. Je veux dire, elle est ingénieure et son mari trouve qu'elle est à ses crochets. Mais putain, si elle bossait en tant qu'ingénieure, elle aurait un putain de salaire. Genre, what the fuck. Genre, c'est trop bizarre. Mais, alors, ici, il y en a qui vont, plus que probablement, me souligner qu'on va avoir la version de la femme et probablement pas la version du colonel. Mais je crois que le colonel, on va le voir à la fin, mais n'a pas voulu répondre aux questions. Et vous voyez, c'est ça, en fait, ce qui est dérangeant.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu répondre aux questions? Pourquoi est-ce qu'il n'a même pas voulu donner de justification pour répondre aux questions? Sachant que maintenant, en plus, le jugement est passé. Donc il peut s'exprimer sur le sujet. Pourquoi? Alors vous allez me dire que maintenant, c'est parce que c'est un enfant de cœur qui est forcément... ou alors parce que forcément, c'est une pauvre victime de la violence... Enfin voilà, il y a un moment donné, de la violence justiciable, judiciaire, je sais pas. Je crois qu'il y a un moment donné aussi où il faut savoir remettre en question ses a priori. Et aussi, justement, comme moi, voilà, si on me prouvait... s'il y avait un article, j'invente un mais du Figaro qui prouvait qu'en fait c'était un homme honnête, et ben je pourrais me remettre en question. Et je l'ai déjà fait. Je pense que c'est important de savoir le faire en fait. Et je crois que c'est pas grave de se tromper. Je le répète encore une fois. Sophie s'évertue à faire le maximum pour être une épouse et une mère exemplaire et le libérer de toutes les contraintes pour qu'il puisse poursuivre brillamment sa carrière. L'humiliation verbale est sans violence physique jusqu'à la fin de l'année 2017, raconte-t-elle. Partie en voyage pour célébrer leurs 20 ans de mariage, son mari lui annonce alors qu'il regrette d'être resté avec elle. C'est tellement violent. Chérie, franchement, je regrette d'être resté avec toi. Non, il doit pas y avoir le chéri. Ah mon dieu. À son retour, il la traite d'illettrée, de saleté et la surnomme la grosse conne lorsqu'il parle d'elle à ses enfants. D'accord? Vous imaginez ça? Je sais pas si vous avez déjà eu des gosses ou si vous avez déjà dû vous occuper d'enfants, hein, je veux dire, si vous êtes déjà fait prof ou un truc du style. Mais enfin, ça me tue parce que même avec des enfants qui sont pas les miens, j'aurais jamais dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, à ces insultes s'ajoutent les coups. Un soir de décembre, il m'a plaqué sur le lit, il m'a étouffé de tout son poids. C'est notre fille aînée qui a dû intervenir pour qu'il s'arrête. Et là, par exemple, je trouve que le fait que la fille aînée doive à chaque fois intervenir, c'est assez intéressant parce que c'est là qu'on voit que la violence conjugale, ça fait pas du mal juste à la mère, par exemple, ici, dans ce cas-ci. En fait, ça fait du mal à toute la famille parce que, en fait, ici, c'est la fille aînée qui doit prendre des responsabilités qui, normalement, elle ne devrait pas prendre à cet âge-là. Vous voyez? Donc c'est pas normal, quoi. Et ça fait des dérèglements pour plus tard. Et des dérèglements qui peuvent être lourds de conséquences. Sincèrement. La violence conjugale, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut combattre parce que, putain, ça nique, mais trop de gens, ça fait trop de dommages collatéraux, en fait. C'est pas juste une victime. Le quotidien de Sophie devient un calvaire. Entre les insultes et les violences physiques, elle perd plus de 10 kilos en 6 mois. J'ai été mise sous anxiolytique, je suis devenue l'ombre de moi-même. En avril, après de nouvelles violences, elle rédige une lettre à l'attention de ses enfants, leur annonçant son départ. J'étais à bout, je voulais mettre fin à mes jours et me jeter par la fenêtre. Mais elle se ravise et, pour eux, renonce finalement à ce funeste projet. Arrive le samedi 2 juin, alors que le couple remplit sa déclaration de revenus, Eric Steiger commence à insulter son épouse, la traitant de grosse conne, lui reprochant de ne rien y comprendre, de ne savoir rien faire. Il s'est rapproché de moi, nez contre nez, très énervé, pour m'envoyer des brimades. Je bégayais, je perdais ma respiration de stress, se souvient-elle. Plusieurs fois déjà, elle avait vécu ce face-à-face, nez à nez, lorsqu'il me montrait ses dents comme un chien enragé. Il me faisait très peur car il était imprévisible. J'ai cru que j'allais y laisser ma peau. Le lendemain, les violences reprennent. Cette fois-ci, il la plaque contre une armoire de la chambre, la maintient par les poignets tout en lui tordant la tête. 1 heure plus tard, c'est dans la cuisine qu'il l'empoigne de nouveau et la bloque contre la porte. Témoin des faits à ces 2 reprises, leur fille aînée expliquera aux enquêteurs avoir vu son père en position de force avec une attitude très menaçante. Lors de son audition, la jeune fille confie avoir assisté à de nombreuses scènes de violence verbale et physique, nécessitant régulièrement son intervention pour secourir sa mère. Et a priori, dans ce genre de cas, les enfants, bah, c'est quand même, je vais dire, relativement fiable. Surtout que là, elle avait 16 ans à l'époque, donc c'est pas, genre, c'est plus vraiment, enfin, entre l'enfant et l'adulte, quoi, donc c'est plus forcément de l'imaginaire, quoi. Hein. À la suite de la plainte de Sophie en juin 2018, le parquet a placé Eric Steiger sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec son épouse, de se rendre à son domicile et avec une obligation de soins psychiatriques, faisant suite aux conclusions de l'expertise médicale faite au cours de sa garde à vue. Selon ce rapport, Eric Steiger présente un déficit de contrôle pulsionnel, une susceptibilité excessive et un tempérament colérique. Et en fait, je pense que, contrairement à ce que pour beaucoup de gens ont comme image de la psychiatrie ou de la psychologie, que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux, eh bien, en fait, c'est pas grave. Ce qui est bête, c'est que c'est un peu comme une maladie. Si vous la traitez pas au début, vous arrivez à des extrémités pareilles, en fait. Et vous savez, les gens colériques, mais pas seulement, hein, ça peut être les gens qui ont des caractères qui sont forts et qui commencent à déraper, en fait, c'est avant de déraper qu'il faut aller consulter.
C'est un peu comme si, il faut voir ça un peu, allez, j'invente, mais c'est peut-être un peu extrême, mais c'est un peu comme un cancer en fait. C'est un cancer, ça se développe petit à petit, et plus tôt tu le trouves, et plus facile c'est de le combattre et d'éviter d'avoir des problèmes. Et ici, c'est des problèmes avec la justice évidemment en principal, mais aussi, imaginez que vous arriviez au meurtre. Il y a des gens qui, de base, ne sont pas méchants, hein. Les hommes violents ne sont pas forcément méchants de base. Enfin, je veux dire, c'est une fausse idée, je crois, que de penser que c'est des gens prédisposés à la violence. Pas forcément. Et, euh, et je pense que justement, en fait, c'est ça, c'est pour ça que je crois qu'aussi on doit critiquer la police, notamment. C'est parce que, en fait, aujourd'hui, ce qui fait peur dans la manière dont on traite la police, dans la manière où on est parfois souple avec la police, c'est qu'on a peur que justement, psychologiquement, les gens changent et deviennent ce qu'on leur reproche d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où si par exemple vous protégez des gens qui font des choses illégales, j'invente mais des flics violents, et que vous les protégez et qu'on les condamne très peu, eh bien ça donne un risque que ceux qui ne l'étaient pas se disent ah mais attends en fait c'est autorisé et j'aurai pas de problème donc c'est bon je peux le faire. Et qu'en fait, une fois que tu mets un pas, c'est un peu le. C'est finalement un peu le pitch de Star Wars, hein. C'est que quand tu mets un pas dans le côté obscur, tu sais jamais quand est-ce que tu vas t'arrêter. Et tu sais jamais si tu vas pas t'arrêter au meurtre, en fait. Et dans Star Wars, c'est carrément à la conquête de l'univers. Je sais pas si l'analogie est la meilleure, mais je pense que vous comprenez le fond. Bref, et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est primordial de pouvoir critiquer ces instances. Alors après, on peut débattre évidemment sur le fait est-ce qu'ils sont assez punis, pas assez, est-ce que Mediapart met trop en exergue des choses qui ne devraient pas l'être, etc. Est-ce que c'est bien traité ou pas? Bien sûr. Et par exemple, dans l'article précédent, il y a encore tellement d'inconnus que c'est difficile de savoir et de démêler le vrai du faux. Mais moi, je voulais plutôt mettre en exergue, par exemple, plutôt la manière dont c'est traité aussi par la police, hein, qui directement fait une vidéo en disant voilà ce qu'on sait, donc on n'est pas coupable, c'est un peu bizarre quoi. C'est vraiment bizarre. Le fait aussi que les policiers puissent partir directement, c'est aussi bizarre. C'est parce que si le policier il a un problème mental ou psychologique, psychiatrique, ça voudrait dire qu'il serait pas enfermé parce que voilà. Et bon, voilà, n'hésitez pas à parcourir les commentaires et les réponses que j'ai pu donner. Mais c'est vrai que je pense que justement la question est bien plus profonde que ça. Et c'est bien parce qu'on a le doute que c'est problématique. On devrait, allez, je vais le dire comme ça, on devrait avoir moins de doutes. Pas zéro doute, c'est impossible, ça reste une enquête et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on n'a qu'une vidéo et tout. Mais il faudrait que ce soit mieux surveillé, je pense. Et bien sûr, c'est mon opinion et chacun peut avoir la sienne. Blablabla, ok. Dans le jugement de la cour d'appel, les magistrats rapportent le témoignage d'un général de la gendarmerie intervenu pour soutenir Sophie. La situation lui était apparue suffisamment préoccupante pour qu'il rencontre M. Steiger en avril 2018. Il l'avait invité à mener une réflexion de fond sur les valeurs qui l'animaient et à rester dans un cadre cohérent. Ce général ajoutait que sur le plan professionnel, le colonel Steiger était un officier brillantissime, d'une suprême intelligence et donc très bien armé pour déstabiliser son épouse. Donc voilà, on disait qu'il n'y avait pas que des connards dans la police ou ici dans ce cas-ci la gendarmerie. Eh bien je pense voilà, ce général, je pense qu'il a bien agi. Je pense que ça c'est bien. Je pense que c'est bien et que c'est même responsable en fait de la part d'un officier d'agir comme ça par rapport à un de ses subordonnés pour lequel il voit qu'il y a un problème, même si c'est familial, et même, voilà, ne fût-ce qu'en discuter. Je trouve que c'est important. D'ailleurs, au lendemain de la plainte de son épouse, Eric Steiger a également déposé plainte se disant victime de la violence de son épouse. Ma faute a été de m'être débattu lorsqu'il m'a frappé. Une fois, je l'ai fait tomber de sa chaise et une autre fois, je l'ai giflé, tient-elle à préciser. Reconnue coupable de violence en première instance, Sophie a été relaxée en appel. Entendre les discours du ministre de l'Intérieur ou de Marlène Schiappa est une deuxième violence pour moi. Ce sont des paroles sans aucune mesure derrière, les auteurs restent impunis ou sont promus, conclut-elle. Néanmoins, dans un courrier daté du 5 octobre 2020, Sophie a tenu à alerter la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Et c'est l'arrivée de Marlène Schiappa, la féministe bien sûr, des violences commises par son mari. Alors condamné, le 20 février 2020, Eric Steiger venait d'être muté et nommé numéro 2 en Nouvelle-Calédonie. Alors, pour moi, un officier peut être aussi brillantissime qu'on le veut,
quand même, quoi. Quand même, c'est pas une petite faute. Je veux dire, dans le sens où, là, on l'a propulsé là, est-ce qu'on a fait les devoirs qui incombaient? Alors déjà, est-ce que, vraiment, on a si peu de choix qu'on est obligé de muter quelqu'un qui a été violent dans sa vie par rapport à sa famille, hein, en tant que numéro 2 en Nouvelle-Calédonie? Et puis surtout, genre, what the fuck? Enfin, est-ce que, genre, est-ce qu'on a fait les devoirs d'enquête nécessaires pour vérifier que le mec, il n'était pas capable de recommencer? Et s'il était bien pris en charge, quoi? Enfin bon. Un comble, d'autant qu'en Nouvelle-Calédonie, selon une étude publiée par le Conseil économique, social et environnemental, 19% des femmes affirment avoir été victimes d'agressions physiques au cours des 12 derniers mois, contre 2,3% en métropole. Ouf! Ouf! Ah, ça, je l'avais pas vu. Comment un homme violent dans sa vie privée pourrait-il occuper un tel poste nécessitant une éthique et un comportement irréprochables? Comment un tel paradoxe pourrait-il se produire, étant donné l'ensemble des projets à l'initiative de la gendarmerie contre les violences conjugales, interpelle Sophie. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que autant je comprends, en fait, je comprends qu'on puisse baisser la peine parce que la personne essaye de s'améliorer, autant dans son travail, je suis désolé, mais tu peux pas non plus ne pas accepter les conséquences de tes actes et de la façon d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'invente, mais voilà, quand on voit les criminels par exemple, qui vont en prison ou pas, hein, et qui après ont de la merde avec parfois que ce soit justement, que ce soit la justice, que ce soit avec les employeurs qui refusent de prendre quelqu'un qui a un casier ou des trucs comme ça. Alors enfin, en France et en Belgique, je pense, je sais plus. L'employeur, je crois, peut demander le casier, mais ils le font jamais. Mais en fait, je trouve que c'est normal aussi d'avoir des conséquences et c'est anormal de faire comme si de rien n'était, quoi. Cette injustice traduit d'une énième manière l'impunité des hommes auteurs de violences conjugales, y compris dans un environnement professionnel aux valeurs aussi strictes telles que la gendarmerie. Marlène Schiappa n'a jamais répondu à Sophie. Bah non, elle était trop occupée à... Vous savez, elle devait faire encore... elle devait faire une promotion sur son compte Insta pour un coiffeur. Enfin, elle est débordée, hein, Schiappa. Elle est débordée, c'est normal. L'avocat d'Eric Steiger, Thibaut de Montbrial, affirme, il y a quand même l'avocat qui a répondu, que l'exercice de son métier a permis au colonel de mener un travail personnel reconnu par la cour d'appel. Selon l'avocat, il y a eu des violences, mais pas de coups, sinon la peine aurait été différente. Eric Steiger n'est pas un cogneur de femmes. Ouais, enfin... n'est pas un cogneur de femmes, c'est pas parce que tu frappes ta femme... Enfin... Soit. En tout cas... il s'estime qu'il n'y a pas eu de coup, soit, je ne sais pas, voilà, on n'a pas le fond du jugement, et certains vont souligner que Mediapart, effectivement, va peut-être être plutôt du côté de la femme que du côté du colonel, mais bon. Bref, quant à la direction générale de la gendarmerie nationale, DGGN, interrogée sur la promotion du colonel et sur l'absence de mesures disciplinaires, elle déclare auprès de Mediapart « Les circonstances sont un contexte douloureux de séparation du couple après 20 ans de vie commune. L'officier concerné a rendu compte à sa hiérarchie de chaque étape de la procédure. Une décision de justice définitive est intervenue le 28 mai 2021. La décision ne faisant pas obstacle à ce que la DGGN nomme l'intéressé sur son poste actuel. Contacté, le cabinet du ministre de l'Intérieur n'a pas répondu à nos questions. » Et ça, je trouve ça dommage parce qu'en vrai... alors, c'est cool que la direction générale de la gendarmerie nationale ait répondu, mais c'est dommage que le ministre de l'Intérieur n'ait pas répondu parce que, bah, du coup, ça rentre quand même sur 90% des critiques qu'on lui fait, et c'est dommage que, bah, ils disent pas que, justement, je sais pas, et qu'ils donnent plus de précision, etc. Après, voilà, je pense que ici... en fait, je pense qu'ici, plus que vraiment, on va dire... de pointer cette personne du doigt, je vais me mettre en grand, que de pointer cette personne du doigt, et de parler de son cas précis, qui est en plus jugé, etc. Et malgré tout, la justice n'a pas fait de casier judiciaire à accéder à sa demande, ce qui ne l'empêche pas du coup de continuer son métier, même si effectivement on peut se poser des questions par rapport, parce qu'il n'a pas eu de conseil de discipline, si j'ai bien compris, ou ce genre de choses, et pourtant, voilà, hein, le ministre parle beaucoup, mais respecte très peu de ce qu'il dit, visiblement. Eh bien, je pense que, en fait, je vais le dire comme ça, en fait, c'est plus la question de fond qui est intéressante dans cette affaire. C'est, est-ce qu'en fait, on devrait accepter quelqu'un, même si, alors, justement, même s'il s'améliore,
À partir du moment où on considère qu'un homme doit avoir des responsabilités, enfin un homme ou une femme, hein, je parle d'un homme avec un grand H, eh bien, est-ce qu'on peut accepter quelqu'un qui, chez lui, a pu agir de cette manière, en fait? C'est ça la question. Est-ce que l'ambition de ces personnes ne doit pas être arrêtée et que ça ne devrait pas être, entre guillemets, une menace afin que ces personnes, enfin voilà, soient, plus exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes et leurs relations personnelles, en fait. Et pour le droit des femmes. Et c'est vrai que c'est plus... Moi, je crois que c'est plus ce contexte-là, en fait, qui interroge, que, on va dire ici, voilà. En fait, moi souvent, d'ailleurs, Sophie est un prénom d'emprunt, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais on s'en fout. Pour moi, justement, Mediapart, souvent, c'est ça que je trouve intéressant dans leurs articles, c'est que c'est le fond qui est intéressant. Quand ils parlent beaucoup de la police, pour moi, je vois que Mediapart, en fait, c'est plutôt dans le sens, ils alertent qu'il y a des problèmes, mais je pense que ils le feraient pas, par exemple, dans une société où il y a très peu de problèmes dans la police. C'est comme ça que je le vois, hein, et c'est une vision personnelle, j'en ai bien conscience, mais c'est comme ça que je le vois. Et surtout, effectivement, ils contactent quand même, comme vous le voyez, ils contactent chaque intervenant. Et ici, c'est l'avocat qui a répondu pour son client, ainsi que la direction générale de la gendarmerie nationale qui a répondu pour le ministre, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, je trouve que quand même, on a le point de vue, on a la perspective, et en général d'ailleurs, quand ils ne sont pas d'accord avec, par exemple, qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas mis assez, ou qu'ils n'ont pas mis assez en perspective, ils ne s'empêchent pas de le dire. Mais donc je trouve qu'effectivement, ce genre d'article est intéressant pour le fond, et je pense que dans la société, nous devons avoir un vrai débat de fond, effectivement, sur l'éthique, et sur le fait que la vie personnelle ne devrait-elle pas être incorporée à ce qu'on appelle justement l'éthique. Parce qu'on peut se poser la question, si en Nouvelle-Calédonie, il y a effectivement beaucoup d'hommes violents vis-à-vis de leurs femmes, qu'on va dire que les valeurs féministes sont moins respectées, est-ce que c'est intéressant de mettre quelqu'un qui battait sa femme? Est-ce qu'il y avait vraiment aucun autre poste, même prestigieux, où le mettre? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est parce qu'au contraire, on se dit, on s'en fout, c'est la Nouvelle-Calédonie? Bref. J'espère que cette vidéo éclaircit un petit peu tout ça. Je crois qu'elle sera d'ailleurs la première, je crois que ce sera la vraie première. Je vais faire une playlist spéciale, on va dire police hein, et institution judiciaire, on va l'appeler comme ça. Et comme ça, se retrouveront toutes les vidéos et ça commencera par celle-ci. Comme ça, il y aura tout le contexte et un peu ma vision que j'ai de la police, etc. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, évidemment. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.